Bien, bonjour à tous. Alors, je suis Emmanuelle Zicluna, service prévention de M comme Mutuelle. Alors, vous ne me voyez pas, mais vous m'entendez. J'ai un petit souci de webcam, donc vous ne me verrez pas. Vous verrez par contre nos intervenants d'aujourd'hui. Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire. À l'occasion de la semaine de la qualité de vie au travail, on a souhaité consacrer ce webinaire aux défis visuels de la vie numérique et plus largement à notre santé visuelle. Pour vous en parler, on s'est entouré d'experts avec Eugénie Pasquezone de Zeiss, qui est spécialiste en optique de précision, et de David Benaïm, qui est orthoptiste et opticien. Je vous laisse la parole, Eugénie et David, pour vous présenter et puis pour dérouler ce webinaire. Oui, bonjour à tous, Eugénie Pasquezone, donc je suis chargée de partenariat santé chez Zeiss. Toute l'équipe Zeiss remercie chaleureusement M comme Mutuelle pour sa confiance. Aujourd'hui, en fait, nous avons été mandatés pour vous parler d'un sujet d'actualité lié à la surexposition des écrans. Et vous allez découvrir que ces outils numériques ont un impact aussi bien sur notre confort visuel, mais aussi sur notre ergonomie au travail. Donc, David Benaïm va réaliser cette visioconférence, il va vous faire part de son expérience et vous apporter tout un tas de conseils pour préserver au mieux votre santé visuelle. Avant de commencer, juste quelques petites informations complémentaires. Donc, cette intervention va durer en moyenne 45 minutes. Ensuite, nous aurons 15 minutes de questions-réponses. Comme vous avez pu le voir, vous ne pouvez pas poser vos questions à l'oral puisque les micros étaient coupés. Néanmoins, on vous invite à poser toutes les questions à droite dans l'onglet questions et on sera très heureux d'y répondre à la fin de cette visio. David, je te laisse la parole. Super. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Effectivement, je m'associe aux remerciements que Eugénie a fait auprès de M comme Mutuelle, en particulier à Emmanuel, qui est responsable du service prévention et qui nous permet aujourd'hui de partager ce moment où je vais où je vais vous transmettre des connaissances qui, par rapport à mon expérience, j'espère vont vous permettre de mieux gérer l'utilisation des écrans au quotidien. L'idée, c'est que je suis donc orthoptiste et opticien. Vous connaissez sans doute la profession d'opticien, un peu moins peut-être celle d'orthoptiste, on aura l'occasion d'en reparler, mais en tout cas, rapidement, déjà l'orthoptiste, c'est un professionnel de la santé de la vision qui a pour charge de rééduquer et d'améliorer le confort des systèmes visuels qui sont sollicités lorsqu'on est devant un écran, en particulier en vision de près. Donc, j'ai constaté en cabinet que énormément de gens venaient pour se plaindre de fatigue et qui était de plus en plus importante et de plus en plus gênante. Et j'ai constaté surtout le décalage entre le manque de connaissance des mécanismes visuels qui sont mis en jeu lorsque vous êtes devant un écran et l'utilisation intensive des écrans et de la vision de près. Donc en fait, l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous transmettre des connaissances pour que vous ayez la compréhension de ces systèmes et de la mise en œuvre de ces systèmes et que vous puissiez au fur et à mesure mettre en place au quotidien des conseils, des astuces qui vont vous permettre de mieux gérer tout ça. Alors, comme on le disait, on vit dans un monde dans lequel le numérique fait partie de notre vie au quotidien et ce depuis ces 20 dernières années d'une manière exponentielle. On le voit, l'évolution de la vision a été, progressive. Au départ, l'homme utilisait sa vision de loin principalement, et puis au fur et à mesure du temps, avec surtout des étapes comme l'utilisation de l'imprimerie, la création de l'imprimerie, on a commencé à solliciter un peu plus la vision de près. Et aujourd'hui, avec la création des écrans et des ordinateurs, des téléphones, on sollicite beaucoup plus la vision de près. On sollicite principalement, majoritairement, la vision de près. Et ça, il faut comprendre que c'est une révolution pour notre système visuel qui ne fonctionne plus d'une manière habituelle. Il fonctionne pratiquement en totalité en vision de près. Donc ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Alors, on va commencer par un petit sondage, comme ça va nous permettre d'avoir une petite idée de comment vous jugez de ce temps passé sur écran. Et donc, je vais vous demander, d'après vous, combien de temps vous passez vous-même sur les écrans en une journée. Donc là, vous avez le sondage qui est à votre disposition et vous pouvez y répondre. Ça va nous permettre d'avoir une petite idée et de la comparer ensuite à des chiffres réels qui nous permettent d'avoir
un nombre d'heures bien précis de l'utilisation des écrans au quotidien. Voilà, donc vous avez à peu près 30 secondes pour répondre à ce petit sondage. Et on va avoir les réponses dans quelques instants. Alors moi, j'ai été très surpris, hein, je vous le dis à l'avance, je vends un petit peu la mèche. Lorsque j'ai vu, lorsqu'on a étudié un petit peu le sujet et qu'on s'est penché sur les chiffres, déjà en 3-4 ans, là, le chiffre a encore augmenté d'une manière exponentielle. Et là, vous allez avoir le résultat dans quelques instants. Et vous allez voir que c'est quand même assez hallucinant le temps qu'on passe sur écran au quotidien. Excuse-moi, David, tu ne vois peut-être pas les résultats du sondage. Je vois pas le résultat. Oui, tout à fait. Partagé. Oui. Donc, il y a 57% des répondants qui ont indiqué plus de 8 heures par jour. Ah d'accord, ça va, alors vous êtes cohérent. Bon, je ne l'ai pas vu, mais c'est pas grave. Merci Valérie. Donc 57% qui disent plus de 8 heures. Eh bien, vous avez tout à fait raison, parce que voilà les chiffres réels. En moyenne, dans la population française, on passe 12h14 sur les écrans par jour. Donc vous voyez à quel point les écrans sont omniprésents au quotidien, et c'est encore plus vrai pour les jeunes. Entre 16 et 24 ans, on est à 14h35 de temps passé sur écran par jour. Donc, c'est assez énorme. Donc, on va voir maintenant ce temps passé sur les écrans, ce temps passé en vision de près plutôt qu'en vision de loin. Eh bien, qu'est-ce que ça implique sur notre quotidien, sur les conséquences que ça a sur notre vision, donc sur nos yeux, et évidemment aussi sur la posture, puisque c'est ça qui va vous donner votre bien-être au quotidien. Et donc, on va essayer de comprendre dans le sujet qui nous intéresse, dans un premier temps, comment notre vision est impactée par cette utilisation de la vision de près. Donc, on va passer par une phase de compréhension du système visuel, comment fonctionne la vision, l'œil, les principaux éléments qui sont intéressants à comprendre, à connaître, dans le fonctionnement de la vision. Ensuite, on va voir le système de la vision binoculaire, c'est-à-dire de voir avec ses deux yeux, puisqu'on a deux yeux, donc on ne voit pas qu'avec un seul œil. Une fois qu'on a une bonne vision sur l'œil droit et une bonne vision sur l'œil gauche, on a besoin d'associer ces deux images et ça s'appelle la vision binoculaire. Ensuite, on passera aussi par les défauts de la vision, comprendre les troubles de la vision comme la myopie, l'hypermétropie, parce que vous allez comprendre qu'il va falloir compenser ces défauts-là pour arriver à utiliser les écrans, comme on a une utilisation assez importante, vous l'avez vu, eh bien, il faut à la base qu'on ait des défauts qui soient compensés pour ne pas accentuer les problèmes. Ensuite, la vision et les écrans, quels sont les troubles qui sont liés précisément à l'utilisation des écrans, on va y revenir dans le détail, et puis la prévention des risques musculo-squelettiques, ce qui est très important aussi, puisque une mauvaise utilisation des outils qui nous permettent de bien voir sur les écrans, eh bien, peuvent engendrer des troubles au niveau musculo-squelettique. Et bien entendu qu'on va parler des solutions. Alors, l'idée et l'objectif d'aujourd'hui, c'est quand même de vous donner des petites astuces à mettre en œuvre au quotidien, et vous verrez que chaque élément que j'ai décrit là va être ponctué par des petites astuces que vous pourrez noter et bien entendu qu'on pourra en discuter lors d'un temps qui sera dédié aux questions-réponses à la fin de la présentation et je serai tout à fait à votre disposition pour essayer de répondre à vos questions. Voilà, et de rentrer un peu plus dans le détail si j'ai été un peu trop rapide sur certains points. Alors, comprendre la vision. Donc, on commence, comme je vous l'ai dit, par l'œil. Et là, on va voir l'œil d'une manière un peu inhabituelle, puisque habituellement, je vous le montre avec ma petite flèche. Vous connaissez ici cette partie avant, où on voit la couleur de l'œil qu'on appelle l'iris, le point noir qu'on appelle la pupille, et cette partie bombée qu'on ne voit pas vraiment, mais qui existe et qui s'appelle la cornée et qui est très importante. Alors, surtout ce que je voulais vous faire découvrir là par cette image, c'est le globe oculaire dans son ensemble, et ça vous fait découvrir ce qu'on appelle les muscles extra-oculaires, les muscles donc qui sont autour des yeux et qui permettent tous les mouvements oculaires. Eh bien, ces muscles vont être sollicités d'une manière extrêmement importante puisque, comme je vous l'ai dit au début, lorsque on regarde un écran, on est en vision de près, on a besoin que les deux yeux associent leurs actions, c'est ce qu'on appelle la convergence. Et bien, cette association qui va permettre la bonne vision binoculaire, c'est-à-dire la bonne utilisation des deux yeux en coordination, elle se fait grâce à l'action de ces muscles extraoculaires. Donc, ils sont sollicités en permanence pendant tout le temps où vous fixez un écran. On a une contraction musculaire qui est effectuée et c'est un des premiers points qui est primordial pour moi. Le message que je vais vous faire passer, c'est que ne pensez pas que lorsque vous êtes devant un écran, vous êtes tout simplement assis sur une chaise à recevoir des informations de manière assez passive. Non, en fait, vos yeux
sont en train de travailler au niveau musculaire. Et pour qu'on ait une bonne coordination de ces deux yeux, une bonne association de ces deux images, eh bien, les muscles extraoculaires sont obligés de travailler, sont obligés de se contracter, et ça tout le temps où vous êtes sur écran. Donc ça, c'est déjà une première information très importante. Deuxième information, pour que ces mouvements soient possibles et qu'ils soient le plus confortable possible, eh bien, ce sont les larmes qui vont permettre une bonne lubrification de ce système de mouvement au niveau des yeux. Et donc, ces larmes, elles sont, elles sont produites par les glandes lacrymales et elles sont aussi, on va dire, préservées grâce aux glandes de Meibomius. En fait, les larmes qui sont situées autour de l'œil, qui sont produites par la glande lacrymale, pour qu'elles ne s'évaporent pas, eh bien, on a des glandes qui se situent, comme vous le voyez là sur l'image, qui se situent au bord de la paupière. Et en fait, cette glande de Meibomius, elle produit un film de lipides qui va permettre de maintenir ce film de larmes et qui va permettre qu'il ne s'évapore pas, que ce film de larmes ne s'évapore pas. Et c'est ce qui va permettre de garder un œil qui ne va pas être un œil sec, mais un œil bien humidifié, qui va permettre donc un confort dans les mouvements. Donc ça, c'est très important de comprendre ça aussi et de régulièrement dans la journée cligner de manière active. Vous voyez, ça va automatiquement appuyer sur les glandes de Meibomius qui se trouvent au niveau de la paupière et donc ça va les stimuler et réactiver la production de cette couche lipidique. Et il faut aussi masser, si vous le souhaitez, de temps à autre cette glande de Meibomius, ces glandes de Meibomius qui se situent, donc comme je vous le dis, au bord de la paupière, un peu au niveau des cils. Et donc cette stimulation, soit par le clignement actif, soit par le massage, va permettre un maintien des larmes et donc va permettre un bon mouvement oculaire. Et donc à ce moment-là, vous aurez beaucoup plus de confort et vous n'aurez pas ce symptôme d'œil sec, malheureusement, qui arrive assez régulièrement. Lorsqu'on est devant un écran, on a l'œil qui a tendance à se figer et les mouvements ont tendance à moins se faire. Et donc on a moins de larmes. Et donc là, on a une solution, une petite astuce qui va vous permettre régulièrement de stimuler ces glandes de manière à garder, à préserver cette couche de larmes qui est indispensable. Alors, on revient maintenant à l'anatomie de l'œil pour comprendre comment est-ce qu'on voit. Parce qu'on parle de la vision des écrans, et on est obligé dans un premier temps de comprendre comment fonctionne la vision. Donc, on voit grâce à la lumière, ça vous le savez. On va imaginer qu'un rayon lumineux vient de l'écran, et donc ce rayon lumineux, il va être obligé d'être reçu par l'œil, qui est un appareil qui reçoit cette information qui est portée par la lumière. Et donc, cette information, elle est au départ un peu diffuse dans un rayon lumineux qui porte cette information, mais cette information n'est pas encore précise. Pour qu'elle devienne précise, on va avoir besoin du premier élément qui va être rencontré par la lumière au niveau de l'œil, et on en a parlé tout à l'heure, c'est cet élément transparent qui se trouve devant l'œil qui s'appelle la cornée. La cornée, elle reçoit cette lumière et elle a pour rôle ce rayon lumineux qui ressemble à un petit peu un faisceau de lumière qui arrive sur l'œil, eh bien il va être concentré. Il va avoir une forme un petit peu conique, de plus en plus conique, de manière à ce que cette information devienne de plus en plus précise. Et c'est la forme de la cornée, ce côté bombé, qui rend cette concentration qu'on appelle en optique la focalisation possible. Donc, on va avoir une première étape de concentration de manière à rendre cette information plus précise grâce à la cornée. Ensuite, le rayon lumineux continue son chemin, passe par un autre élément très important que je vous montre ici, qui s'appelle le cristallin, qui est aussi une lentille naturelle qu'on a dans l'œil, qui est transparente aussi et qui a pour rôle la concentration de nouveau du rayon lumineux. C'est une deuxième étape de focalisation, de concentration de manière à rendre cette information plus précise. Et ensuite, on voit le rayon lumineux qui va continuer sa course à travers le globe oculaire et qui va finir par toucher le globe oculaire à la fin, lorsqu'il finit sa course, au niveau du fond de l'œil qui est tapissé de petits récepteurs. Ce fond de l'œil, on l'appelle la rétine, et ces petits récepteurs, ils ont pour rôle de capter cette information qui donc doit être maintenant assez précise. Comme vous le voyez sur cette image, vous voyez ce rayon lumineux qui arrive en un point, et lorsqu'on a une bonne vision, une vision normale, eh bien ce point, il se forme précisément au niveau des récepteurs, au niveau de la rétine, de manière à ce que ces récepteurs transmettent une information très précise au cerveau et qu'ensuite le cerveau puisse analyser cette vision de l'œil droit et de l'œil gauche et ensuite associer ces deux images de l'œil droit et de l'œil gauche. D'accord? C'est ce qu'on appelle la vision binoculaire, c'est ce que vous voyez ici. Alors maintenant qu'on a compris comment fonctionne l'œil et comment on voit de manière normale, eh bien on va comprendre mieux les défauts visuels. Par exemple, la myopie, eh bien c'est tout simplement
une focalisation, une concentration du rayon lumineux qui ne se fait pas au bon endroit, elle se fait trop en avant parce que soit la cornée, donc le premier élément, est trop puissant, trop bombé, ou bien soit l'œil est trop grand. Et à ce moment-là, eh bien, on a, pour une de ces deux raisons, une focalisation, une concentration du rayon lumineux qui ne se fait pas au bon endroit, elle se fait un petit peu en avant de la rétine. Conséquence, on a au niveau de la rétine la projection d'une image un petit peu diffuse, d'un rayon lumineux qui est diffus, et donc cette information n'est pas précise. Donc à ce moment-là, on va corriger la myopie grâce à des verres correcteurs, de lunettes ou de lentilles, qui vont être de puissance négative. D'accord? Donc ça, c'est pour la myopie. Pour l'hypermétropie, le défaut visuel, il est inverse en quelque sorte, puisque là, cette fois-ci, on a une cornée qui est soit pas assez courbée, trop plate, ou bien un œil qui est trop petit. Et à ce moment-là, la concentration se fait un petit peu trop loin, elle ne se fait pas assez en avant. Et donc, en fait, conséquence, on a sur la rétine aussi une projection d'image ou de rayons lumineux assez diffus. Et donc, à ce moment-là, on a normalement eh bien, une vision floue parce que les récepteurs reçoivent une information floue. Je dis normalement parce qu'on va commencer à en parler, mais un hypermétrope, avant l'âge de 45 ans, quand l'hypermétropie n'est pas très très forte, eh bien, il ne voit pas flou. Pourquoi? Parce que le cristallin, il a la capacité, on va le voir tout à l'heure, de changer sa puissance. Normalement, le cristallin, c'est lui qui nous permet de faire la mise au point en vision de près. On va y revenir aussi tout à l'heure, mais cette capacité qu'a le cristallin à changer de forme et à augmenter sa puissance lorsqu'on le sollicite pour la vision de près, eh bien l'hypermétrope, il va l'utiliser, cette capacité, pour compenser son hypermétropie pendant un certain nombre d'années. Donc ça, c'est ce qui concerne l'hypermétrope. Et on corrige normalement son défaut visuel par des verres positifs. Alors un autre défaut visuel, un petit peu plus complexe, s'appelle l'astigmatisme. Cette fois-ci, la conséquence, elle va être à la fois en vision de loin et en vision de près. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, il s'agit de la cornée, de la forme de la cornée. Lorsque la cornée a une forme sphérique, eh bien, vous le voyez, le rayon lumineux qui arrive, eh bien, en fait, comme l'ensemble des rayons de courbure de la cornée ont la même courbure, ont la même puissance, eh bien, tous les rayons lumineux qui arrivent sont concentrés, sont focalisés sur le même point. Alors, soit trop en avant, soit trop en arrière, soit pile sur la rétine en fonction du défaut visuel ou du non-défaut visuel que l'on a. Mais lorsqu'on est astigmate, eh bien, vous le voyez dans l'image du bas, la cornée n'a plus une forme sphérique, mais une forme ovoïde. Et donc, à ce moment-là, vous avez des rayons de courbure qui sont différents en fonction des axes. On a souvent un axe principal qui est vertical, qui est très courbé, et un axe horizontal qui, lui, est moins courbé. Et donc, finalement, la concentration des rayons lumineux se fait de manière différente en fonction des axes qui correspondent aux axes de la forme de la cornée. Et donc, la conséquence d'un défaut d'astigmatisme, c'est qu'on ne voit pas flou, mais on voit déformé. Donc, en fait, on va mettre des verres qui vont corriger selon un certain axe et compenser cette déformation de la cornée. Donc, ça, c'est pour le défaut visuel d'astigmatisme qui engendre un problème de vision à la fois en vision de loin et à la fois en vision de près et qui déforme la vision. La presbytie, c'est donc un défaut, cette fois-ci, de capacité de faire la mise au point en vision de près. On en a parlé tout à l'heure. Alors, je peux vous donner le nom, vous le connaissez déjà peut-être. C'est le système d'accommodation qui nous permet donc de faire une modification de puissance du cristallin et qui va permettre donc finalement cette mise au point de la vision en vision de près. On va pouvoir voir net en vision de près grâce à cette action d'accommodation. Eh bien, cette action d'accommodation, elle devient plus difficile à partir de l'âge de 40-45 ans, puisque le cristallin, qui a normalement une espèce de souplesse et d'élasticité, eh bien, il perd de cette capacité de souplesse et d'élasticité. Et donc, à partir de 45 ans, on perd de cette capacité à faire cette mise au point. Et donc, la conséquence, comme vous le voyez sur l'image animée ici, c'est que vous voyez qu'on a besoin d'élargir un petit peu, de mettre un petit peu plus loin le téléphone, par exemple, de manière à mieux voir, puisqu'on n'a plus cette capacité de faire la mise au point. Alors, on a parlé des défauts visuels que vous connaissez déjà. Là, on va évoquer les défauts visuels de vision binoculaire. Comme on l'a dit tout à l'heure, lorsque vous avez, par exemple, on a compensé tous ces défauts visuels, eh bien après, vous avez vos deux yeux qui fixent un écran. Et là, vos deux yeux doivent être concentrés sur cet écran et travailler ensemble. Eh bien, quelquefois, ça n'est pas possible parce qu'on a un problème de vision binoculaire. Alors, les plus courants et les plus connus, ce sont les strabismes. Là, quand vous avez un œil qui arrive à fixer l'écran et puis l'autre qui est totalement décoordonné et qui est décoordonné de manière permanente.
c'est-à-dire que vous avez un œil qui fixe bien et l'autre qui est soit complètement vers l'intérieur, soit complètement vers l'extérieur. Ça, ce sont les strabismes, ça c'est quand le défaut de vision binoculaire est permanent. Ça empêche totalement de faire fonctionner les deux yeux ensemble. Ce qui est plus courant et un peu moins connu, ce sont les exophories et les exophories et les ésophories, pardon. Ce sont des termes un petit peu compliqués, mais je vais juste vous expliquer de quoi il s'agit. Eh bien, ce sont des décoordinations de cette capacité d'associer les deux images entre les deux yeux, mais cette décoordination est due à une fatigue musculaire. À un moment, les deux yeux n'arrivent plus à tenir, on l'a vu tout à l'heure, cet effort de contraction des muscles extraoculaires. Eh bien, à un moment, il y a un œil qui va continuer à fixer et l'autre qui va finir en fin de journée par soit partir sur le côté vers l'extérieur, soit vers l'intérieur. En tout cas, c'est quelque chose d'assez courant qui apparaît en fin de journée avec une grosse fatigue visuelle au niveau des muscles extraoculaires. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler. On en parlera peut-être dans les questions et réponses. Alors, un conseil très important, vous l'avez compris, si j'ai pris le temps de vous expliquer tout ça, c'est que vous devez connaître vos défauts visuels, vous devez vérifier régulièrement vos défauts, vos problèmes, aller voir des professionnels de la santé visuelle qui vont vous permettre d'avoir la meilleure compensation, la meilleure correction optique possible, puisque c'est le préalable à une bonne utilisation confortable des écrans, puisque aujourd'hui, vous êtes un peu comme des sportifs de haut niveau qui utilisent ces systèmes musculaires de convergence et d'accommodation, que je répète, sont des systèmes musculaires. Et donc, vous sollicitez ces contractions musculaires de manière pratiquement continue pendant des heures et les jours se répètent sans cesse. Et donc, comme des sportifs de haut niveau qui utilisent des contractions musculaires de manière régulière, vous devez avoir des capacités qui soient bonnes dès le départ, parce que sinon, vous partez sur des bases qui sont mauvaises. Et après, cette sollicitation va aggraver les défauts et va créer des gènes que vous connaissez peut-être, on va en parler tout à l'heure, et qui vont être très pénalisantes pour vous au quotidien. Alors maintenant, justement, on va rentrer dans la vision et les écrans précisément, et on en a déjà parlé, mais je voulais expliquer, on va maintenant le préciser d'une manière plus forte. On a deux mécanismes principalement qui vont être sollicités par la vision des écrans et donc la vision de près. Ce sont les mécanismes d'abord de convergence, c'est le mécanisme qui permet de voir simple puisqu'il associe l'action de l'œil droit et de l'œil gauche, et le mécanisme d'accommodation qui est aussi un mécanisme musculaire qui fait appel à d'autres muscles cette fois-ci qui sont à l'intérieur de l'œil, et ce mécanisme d'accommodation, c'est le mécanisme de mise au point qui sollicite le cristallin et qui nous permet donc de voir net en vision de près. Alors maintenant, on va faire le focus justement sur la convergence. La convergence, voilà, vous le voyez en image, quand on est à 30 cm ou à 40 cm, vous voyez que l'axe, les deux axes visuels plutôt, forment un angle qui est plus fort à 30 cm qu'à 40 cm. Eh bien, ce sont les muscles précisément que vous voyez là, ici, avec les deux petites flèches rouges, qui vont se contracter et qui vont se contracter pendant tout le temps où vous êtes devant un écran d'ordinateur, un livre ou un écran ou un téléphone. Et à ce moment-là, cette contraction musculaire qui est ininterrompue va créer au bout d'un certain moment une fatigue si elle n'est pas coupée régulièrement par des temps de coupure et de relâchement. Donc ça, on va en reparler, c'est un des conseils que je vous donnerai. Si ça n'est pas le cas, vous le voyez, lorsqu'on a une convergence normale, eh bien, vous voyez les deux yeux ici qui sont bien concentrés sur le point de fixation rouge en vision de près. Et on voit ici sur l'image de droite, eh bien, une insuffisance de convergence, c'est-à-dire un œil qui arrive bien à fixer le point rouge. Et puis, vous voyez l'œil gauche ici de la personne qui est totalement incapable de faire cet effort de convergence, malgré que le cerveau le demande, puisque notre problématique, c'est que le cerveau commande tout, gère tout, et il demande à nos muscles de faire cet effort quoi qu'il arrive, qu'ils soient en capacité de le faire ou pas. Le cerveau, lui, il veut une obligation de résultat. Donc, quand ça n'est pas possible, eh bien, le cerveau continue à demander, et le muscle qui n'arrive plus à réaliser cet ordre, eh bien, il va complètement lâcher. Et après, les conséquences, elles sont diverses. On en parlera tout à l'heure. Donc, un autre conseil, eh bien, relâchez la contraction des muscles extraoculaires. Donc, ça vous permet de réduire effectivement cette fatigue visuelle de manière très importante. Vous l'avez compris, maintenant vous avez compris pourquoi. Et pour faire ce relâchement, tout simplement, vous pouvez
toutes les 45 minutes, moi je dirais. Après, j'en parlais avec Emmanuel qui me disait que quelquefois, lorsqu'on est dans le travail concentré, on n'a pas forcément le temps de réfléchir à se dire, bah là, tiens, je dois faire un temps de pause ou de coupure. Moi, je passe vraiment du temps à vous expliquer la partie théorique qui est pour moi indispensable pour que vous ayez conscience des raisons pour lesquelles vous devez faire ces temps de coupure. Donc là, en l'occurrence, vous pouvez vous servir d'une petite astuce. Lorsque vous avez un coup de téléphone à passer, lorsque vous recevez un coup de téléphone, eh bien, c'est le moment de vous dire, ah ben tiens, oui, je me rappelle de ce que m'a dit David, je vais penser à faire mon petit relâchement et au fur et à mesure, il faut que vous arriviez à mettre ça en place d'une manière très régulière. Donc, le relâchement, c'est tout simplement faire un signe de l'infini, d'étirer les mouvements oculaires, donc de regarder vers le bas, ensuite vers la droite, ensuite vers le haut, vous revenez vers le centre avec les deux yeux, ensuite vous allez sur la gauche, vous tirez au maximum, vous remontez. Moi, je me sers par exemple de mes lunettes, je fais le tour du cadre de mes lunettes en faisant ce signe de l'infini de manière à étirer au maximum mes muscles extraoculaires. Si vous aviez un travail, ou si par exemple, je prends souvent l'exemple de l'épaule, lorsqu'on prend un objet et qu'on met le bras tendu et qu'on essaye de porter un objet, même qui n'est pas très lourd, bras tendu pendant quelques minutes, eh bien très très vite, on sent le muscle de l'épaule qui chauffe, qui se contracte, qui se tétanise. Et là, il faut que vous compreniez que les muscles extraoculaires, dont on a parlé, que je vous ai montré, eh bien, ils souffrent de la même manière, sauf que on n'a pas l'habitude de voir ces muscles-là, on n'a pas connaissance de l'existence de ces muscles, et donc souvent, ben, on n'y pense pas. Et lorsqu'on souffre de différentes gênes comme les maux de tête, la fatigue visuelle, les yeux qui piquent, les yeux qui brûlent, la gêne de la lumière, enfin, j'en passe. Toutes ces choses-là, on ne pense pas forcément au fait que ce soit dû à ça et on ne connaît pas les solutions. Donc voilà pourquoi je vous explique tout ça aujourd'hui. Donc vraiment, une astuce à essayer de mettre en œuvre dès que vous le pourrez. Alors maintenant, le système de mise au point, le système d'accommodation, c'est aussi un système, comme je vous l'ai dit, qui est nécessaire, qui permet donc de voir net en vision de près, et donc vous le sollicitez en permanence quand vous êtes devant l'écran. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le système de convergence et d'accommodation sont connectés, sont connexes. C'est-à-dire que le cerveau, lorsqu'il fait appel à l'un, il fait aussi appel à l'autre de manière simultanée. Donc, lorsque un des deux systèmes est défaillant, ça crée un dysfonctionnement puisque un des deux systèmes va être trop sollicité, sursollicité par le cerveau pour compenser le défaut de l'autre. Alors, on vient maintenant au système d'accommodation de mise au point. Comme vous le voyez sur l'image, ici sur l'image de gauche, vous avez le cristallin qui est étiré, qui a sa forme naturelle en position de vision de loin. Le rayon lumineux arrive et il est dévié d'une certaine manière par le cristallin. Lorsqu'on est en vision de près, eh bien, les muscles qui entourent le cristallin, qui sont à l'intérieur de l'œil, donc vous voyez, ce ne sont pas les mêmes muscles dont on a parlé tout à l'heure. Là, c'est une couronne de muscles qui entoure le cristallin, un peu comme un ballon. Vous voyez, le cristallin, ce serait un ballon de baudruche dans lequel on souffle. Si je remplace les muscles, si je vous donne l'image de mes mains qui entourent ce ballon, eh bien, si j'appuie sur le ballon, si j'appuie sur le ballon comme les muscles se contracteraient et appuieraient sur le cristallin, eh bien, en fait, ça va bomber les phases du cristallin, et comme ça bomberait la phase du ballon, et ça augmente la puissance de l'œil. Et vous voyez, c'est très mécanique. C'est ça qui nous permet de voir net en vision de près. Donc, cette action musculaire, je voulais vous montrer ici que malgré que ce soit des muscles qui sont très très petits et très fins, eh bien, ce sont les mêmes tissus musculaires qu'on a dans les muscles du bras ou des muscles de la jambe. Et donc, il faut évidemment penser à relâcher aussi cette contraction des muscles qui sont sollicités d'une manière constante, j'allais dire anormale, mais c'est un peu le cas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on est sollicité par les écrans, téléphones, ordinateurs, tablettes, sans cesse, du matin jusqu'au soir et voire la nuit. Vous l'avez vu, les chiffres tout à l'heure sont incroyables. Donc, en fait, cette sollicitation de ces systèmes musculaires, il faut en tenir compte, et ces muscles-là qui permettent l'accommodation, il faut aussi les relâcher parce que sinon, ils restent tétanisés. C'est ce qu'on appelle des spasmes d'accommodation. Et en fait, ça va créer directement une conséquence puisque en fonction de la contraction de ces muscles, le cristallin change de forme, eh bien, ça a un impact tout de suite sur votre vision. Et le plus courant, c'est qu'on a une vision qui va devenir floue, soit dans la journée de manière intermittente, ponctuelle, comme ça, soit souvent en fin de journée, quand vous avez passé un temps important devant l'écran, eh bien, au bout de plusieurs heures, quand vous rentrez à la maison le soir et que vous êtes dans le métro, par exemple, eh bien, vous n'arrivez pas à lire
les chiffres qui sont situés sur les panneaux parce que votre cristallin est resté comment dire, bombé, puisque les muscles qui l'entourent sont encore tétanisés et sont encore contractés, ils n'arrivent pas à se relâcher, il faut un temps important pour les relâcher. Donc, de la même manière, il faut aussi mettre en place des temps de relâchement des muscles intraoculaires qui sont responsables de l'accommodation. Alors pour ça, il y a la règle des 20-20-20 qui est facile à retenir, c'est faire une pause toutes les 20 minutes d'à peu près 20 secondes en regardant 20, c'est 20 pieds pour les anglo-saxons, c'est-à-dire 6 mètres en regardant en vision de loin. Et ça permet de relâcher au maximum, de solliciter quelque chose qui va être en vision de loin. Ça va obliger le cerveau à demander un effort de mise au point en vision de loin. Et donc, ça va obliger le cerveau à donner un ordre aux muscles de l'accommodation de se relâcher. Parce que sinon, vous ne pouvez pas vous-même vous dire, tiens, je veux relâcher mon accommodation. On n'a pas de chaîne neuronale qui nous permette d'activer cette volonté-là. Donc, en fait, il faut le solliciter par une vision. Alors, j'ai une autre petite astuce qui va vous permettre de compléter un petit peu ce relâchement. Vous pouvez prendre aussi 2 stylos ou bien de vos 2 pouces si vous n'avez pas de stylo. Vous les mettez un bras tendu et l'autre à peu près à mi-distance. Et en fait, vous allez faire la mise au point entre le stylo là qui est à mi-distance en bleu et le stylo rouge qui est un petit peu plus loin. Et en fait, vous allez faire varier cette mise au point, tantôt vision bleue sur le stylo bleu, tantôt stylo rouge, tantôt stylo bleu, tantôt stylo rouge. Et ça vous permet comme ça de faire varier la position des muscles qui sont responsables de l'accommodation et donc de ne pas les laisser en position de contraction. Encore une fois, si vous vous mettez, vous savez, en position de chaise, comme on le fait quelquefois pour solliciter les muscles des cuisses, vous savez très bien qu'on arrive à tenir, allez, 30 secondes pour les plus forts et qu'après, on a les muscles des cuisses qui chauffent énormément. Donc, un muscle qui reste contracté sans relâchement, ça n'est pas possible qu'il ne souffre pas et que cela se traduise après par des difficultés. Donc, pour soulager cet effort d'accommodation, on l'a dit, vous avez les systèmes de relâchement au niveau musculaire grâce à ces sollicitations de vision de loin et avec les 2 stylos. Mais vous avez aussi aujourd'hui la possibilité de vous équiper de verres qui vont soulager cet effort accommodatif. Alors, vous savez que ça existe déjà pour les personnes presbytes qui portent des verres progressifs. Pour les personnes qui ont plus de 45 ans, vous le connaissez déjà. Ce sont des verres qui corrigent la vision de loin dans le haut du verre et qui vont avoir une correction un petit peu plus forte dans le bas du verre qui va permettre de compenser cette difficulté de faire cette accommodation, cette mise au point pour les personnes qui ont plus de 45 ans, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que leur cristallin devient moins élastique et leur capacité musculaire devient plus faible. Mais aujourd'hui, ça n'existait pas il y a encore 2 ans, eh bien aujourd'hui, à cause de cette utilisation intensive des écrans et continue des écrans dans la journée, eh bien les verriers, on propose des verres qui sont des verres destinés aux personnes entre 18 et 45 ans et qui sont des verres à soulagement accommodatif. Vous avez donc dans le bas du verre une puissance un tout petit peu moins forte, mais qui va juste permettre de moins solliciter ces muscles qui permettent la mise au point, les muscles qui permettent l'accommodation. C'est le verre qui va faire le travail, le verre correcteur qui va faire le travail à la place des muscles. Et donc, sur le long terme, eh bien, ça va permettre une économie d'effort et donc une économie de fatigue au niveau de ces efforts musculaires. Voilà. Alors, les troubles maintenant liés à l'écran. Alors, j'espère que je ne suis pas trop rapide ou trop, voilà, ou que ce n'était pas trop complexe, mais ne vous inquiétez pas, on aura les temps de questions-réponses. N'hésitez pas à faire des petites remarques à Valérie qui va compiler tout ça et qui me donnera toutes les infos en fin de présentation. Donc maintenant, on va rentrer dans précisément ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la vision de l'écran et quels troubles ça implique. Donc, on va passer à un nouveau petit sondage et vous allez me dire, s'il vous plaît, lequel ou lesquels, puisque vous pouvez répondre à plusieurs réponses, lequel de ces symptômes vous décrivez tout au long de la journée, voilà, au quotidien. Est-ce que vous avez de la fatigue oculaire? Est-ce que vous avez de la vision floue, des douleurs cervicales, puisqu'on n'en a pas encore parlé, mais c'est très important. Vous allez avoir des conséquences au niveau aussi de la posture et donc des troubles musculo-squelettiques. Les maux de tête, c'est quelque chose d'extrêmement important. En tant qu'orthoptiste, on reçoit énormément de personnes qui souffrent de maux de tête et de plus en plus forts et donc de plus en plus pénalisants au quotidien. Et la sécheresse oculaire aussi, on en a parlé. Alors Valérie, je n'ai pas les résultats. Si tu veux me dire si tu les as déjà ou pas encore.
Oui, j'en ai déjà beaucoup. Donc, il y a eu beaucoup de participation sur ce sondage-là. À 83% ex aequo, il y a de la fatigue oculaire et du flou visuel. Et à D'accord. 50% sur les trois propositions suivantes, de la douleur cervicale, des maux de tête et de la sécheresse oculaire. Donc, ce qui ressort, c'est fatigue oculaire et flou visuel. C'est incroyable parce que c'est les deux dont on a parlé dès le départ, hein, qui sont, vous allez le voir tout à l'heure, je vous ai préparé une petite slide là-dessus. Donc juste une petite comparaison avec comment dire, la population française. On voit que la fatigue oculaire c'est 33%, la douleur cervicale 33%, flou visuel. Enfin voilà, ça c'est des petites informations. Mais je trouve que le plus intéressant c'est vos réponses puisque apparemment on est plus sur le flou visuel et la fatigue visuelle. Donc le flou visuel et la fatigue visuelle, vous allez le voir dans quelques instants, on va rappeler quelles sont les causes, mais là je vous ai fait un petit tableau où on va reprendre dans l'ordre. Les yeux qui puent, les yeux qui brûlent, eh bien la cause, on l'a dit, c'est le manque de stimulation des glandes lacrymales, particulièrement des glandes de Meibomius, ou bien d'autres facteurs ambiants comme des allergies, ce genre de choses, mais ça, voilà, il faudra voir avec des professionnels comme l'ophtalmo par exemple. Le larmoiement, ben, ça là c'est l'inverse, c'est un manque de mouvement oculaire qui va se traduire par un dérèglement des glandes lacrymales. La vision floue, donc vous m'en avez parlé puisque 83% d'entre vous ont décrit ce symptôme. Eh bien là, on l'a dit, ce sont les spasmes d'accommodation. Alors correction optique inadaptée peut-être, d'accord, mais souvent faire attention à ne pas changer la correction trop vite et à vérifier d'abord s'il ne s'agit pas de troubles accommodatifs. On en reparle lors des questions-réponses. Fatigue visuelle, eh bien, on est aussi en plein dedans. Cette fois-ci, c'est la convergence, l'insuffisance de convergence, la fatigue des muscles extraoculaires qui, à force d'être sollicités et ne pas être relâchés, eh bien, se traduisent par une grosse fatigue visuelle. Et là aussi, une correction adaptée peut aussi vous aider. On en reparlera. Et puis, la vision double, ça, on n'en a pas parlé vraiment, mais lorsqu'on a une insuffisance de convergence très sévère, eh bien, on l'a vu, il y a un œil qui peut décrocher, un peu à l'image d'un strabisme. On l'a vu tout à l'heure, mais c'est un strabisme, j'allais dire temporaire, mais intermittent. Eh bien, à ce moment-là, eh bien, on a les deux yeux qui sont déconnectés et on peut voir double. Alors, c'est plus ou moins pénalisant en fonction du temps que ça dure, mais en tout cas, il faut le savoir, ça peut arriver. Alors, les maux de tête, je l'ai mis un petit peu à part parce que les maux de tête, là, vous n'avez pas réagi d'une manière, comment dire, sur le sondage d'une manière très forte, mais en cabinet, par mon expérience, c'est vraiment ce que je ressens le plus. Enfin, souvent, j'ai voulu le mettre à part parce que les gens qui ont des maux de tête, ça les pénalise énormément, mais on a souvent peur que ce soit quelque chose de plus grave. Donc, on a tout un parcours du combattant avec comment dire, des examens très poussés comme IRM, enfin, ce genre de choses pour aller chercher, pour explorer, pour voir si le problème n'est pas très, très important. Et souvent, en fait, en cabinet d'orthopsie, on retrouve ces gens-là en fin de parcours et en fait, on se rend compte que bien, ces maux de tête sont dus à un problème de vision. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on ne voit pas avec ses yeux, vous l'avez compris, mais avec son cerveau. Le cerveau reçoit l'information de l'œil droit et de l'œil gauche, mais pour que le cerveau soit satisfait, il faut que le système de convergence et le système d'accommodation, convergence qui nous permet de voir simple, accommodation qui nous permet de voir net, ces deux systèmes, il faut qu'ils soient performants. Si ce n'est pas le cas, le cerveau va le ressentir et en retour, il va vous envoyer un signal qu'on concrétise par des maux de tête. Eh bien, ce signal va être très pénalisant, mais il peut se solutionner justement en rétablissant une bonne capacité de convergence et une bonne capacité d'accommodation. Voilà. Alors pour le système d'accommodation convergence, voilà, j'espère que vous avez tout compris et que vous saurez mettre en œuvre ces astuces au quotidien, ces temps de coupure, de relâchement, c'est très important. On en reparle lors des questions-réponses. Alors on fait aussi une petite pause sur la lumière bleue, les écrans et la lumière bleue qu'elle projette, puisque c'est un sujet dont on parle beaucoup. Alors ce qu'il faut savoir, c'est rétablir quand même un petit peu la vérité, que vous compreniez que la lumière bleue, la source principale de la lumière bleue, c'est le soleil. Donc en fait, on a beaucoup plus de lumière bleue dans la lumière du jour que dans la lumière d'un écran. Par contre, c'est l'effet cumulatif. Le fait de rester sur un écran un temps d'exposition très très long dans la journée et surtout encore plus, ce qui est important, c'est que normalement le soleil se couche à partir d'une certaine heure et entre guillemets, on devrait être normalement au repos de cette exposition à la lumière bleue. Eh bien, l'écran va nous obliger, entre guillemets, à rester devant une source de projection de la lumière bleue jusqu'à très tard dans la nuit,
j'ose pas dire, mais quelquefois on peut regarder des films voilà, sur notre téléphone jusqu'à pas d'heure, ou des séries, hein, vous savez ce que c'est avec Netflix. Donc voilà, donc on continue à être exposé à la lumière bleue, et donc là, il faut trouver une solution. Alors, il faut comprendre aussi surtout qu'il y a deux types de lumière bleue. La lumière, elle se traduit, vous le savez, en longueur d'onde, hein, sans être trop, comment dire, précis en physique, mais quand même, on sait que la lumière, ce sont des longueurs d'onde. Et donc, la lumière bleue, elle se situe entre 400 nanomètres de longueur d'onde et 500 nanomètres. Et vous le voyez qu'entre ces deux longueurs d'onde, vous avez une lumière bleue qui est plutôt violet au niveau de 400 et une lumière bleue qui est plutôt turquoise au niveau de 500. Eh bien, ces deux lumières bleues ont des conséquences complètement différentes sur notre vision. La lumière bleue autour de 500, qui est un peu bleu turquoise, eh bien, elle va être bénéfique pour votre horloge naturelle, votre horloge biologique, sur la bonne humeur. Elle est source de stimulation de la mélatonine. Et puis, la mauvaise lumière bleue, pardon, eh bien, elle est aux alentours de 400 nanomètres. C'est une lumière bleue plutôt violette. Eh bien, celle-ci, il faut s'en prémunir parce que sur le long terme, elle va pouvoir, enfin, en tout cas, elle va avoir des conséquences sur la rétine, sur le tissu de la rétine, et elle va créer des pathologies comme, par exemple, la dégénérescence maculaire, qui est une pathologie très importante qui détruit les récepteurs qui sont sur la rétine. Donc, en fait, on doit se prémunir de cette mauvaise lumière bleue. Alors, aujourd'hui, vous avez des filtres qui sont proposés sur les verres et qui sont capables de laisser passer la lumière bleue qui est bénéfique et de filtrer, de couper cette lumière bleue nocive. Donc on en parlera, il y a aussi d'autres solutions comme les filtres qui sont proposés directement sur le réglage de vos paramétrages de luminosité de l'écran. Mais là, il faudra qu'on en discute pendant les questions-réponses parce que ça enlève un petit peu de la couleur bleue à l'écran et donc on a un aspect un peu jaunâtre. Et on en parlera tout à l'heure pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut gérer ça au quotidien. Mais en tout cas, vous avez les explications et les solutions qui vont vous permettre de vous prémunir de cette exposition à cette lumière bleue nocive. Alors maintenant, les troubles musculo-squelettiques. Évidemment que lorsque vous êtes devant l'écran pendant des heures, vous êtes assis sur votre chaise et la position de votre nuque, la position de votre tête va induire une série de postures au niveau du dos, au niveau de l'assise. Et donc, si vous n'avez pas la bonne position de tête, ça va engendrer une mauvaise posture comme vous voyez sur la première image. Et sur les deux autres images, vous voyez qu'ici, on a une tête qui est à peu près en face de l'écran dans les deux images. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Et pour que ce soit possible, il faut que vous ayez le bon outil optique. En particulier, ce qu'on retrouve souvent, c'est lorsque vous portez des verres progressifs, comme on le voit dans l'image du haut. Eh bien, si votre écran est trop en face de vous, vous allez avoir le réflexe d'aller chercher la vision nette dans le bas du verre, puisque la vision de près dans un verre progressif, elle se trouve en bas, et vous allez avoir tendance à lever la nuque vers l'arrière, et donc à ce moment-là, vous allez induire une posture sur l'ensemble de votre corps qui va être problématique sur les risques que vous allez encourir sur votre posture et les risques musculo-squelettiques que ça engendre. Donc en fait, les bons verres appropriés, comme on en a parlé tout à l'heure, par exemple des verres à soulagement accommodatif ou des verres qui permettent non pas d'avoir une vision de loin, mais plutôt des verres de bureau. Vous voyez, on a ici un exemple Zeiss Office Lens. Eh bien, celui-ci va permettre d'avoir une vision intermédiaire dans le haut du verre et dans le bas, une vision de près. Donc, vous n'aurez pas à aller chercher les zones, elles seront déjà réparties de la bonne manière. Donc, ça, c'est déjà quelque chose de très important. La position de l'écran, sans parler des verres aussi, est importante. L'écran ne doit jamais être situé au-dessus de vous, en tout cas au-dessus de la ligne du regard, je veux dire, ni trop bas, parce que sinon, vous allez aller chercher, sans parler des verres, avec un port de nuque trop haut ou trop bas. Et donc, ça va impliquer au bout de plusieurs heures une posture qui ne va pas être bonne et qui va engendrer des risques sur votre équilibre musculo-squelettique. Donc, quelques conseils. Le haut de l'écran doit être à la hauteur des yeux. La distance œil-écran doit être à peu près 1,5 fois la longueur de la diagonale de l'écran. L'écran doit être placé en face. Alors, ça paraît évident, mais souvent aujourd'hui, avec le télétravail surtout qui a explosé avec le Covid, on a compris à quel point justement on était sollicité par les écrans et puis qu'on n'a pas forcément toujours les outils qui sont les mieux indiqués, les mieux placés, les mieux positionnés. Et donc, il faut essayer d'avoir les bons réflexes. L'écran doit être placé en face. Aujourd'hui, vous avez aussi
quelquefois au bureau des écrans qui sont soit très grands, soit des multi-écrans. Donc faites attention à ne pas avoir une posture au niveau du dos qui va vous obliger à tourner comme ça régulièrement la tête. Donc essayez d'adapter au mieux. Ensuite, les verres adaptés, ça c'est très important, on en a parlé. Et puis la règle des 20-20-20, c'est-à-dire faire des temps de coupure. Ça, c'est très important de vous lever de temps en temps pour essayer justement, même au niveau, on en a parlé au niveau des muscles, au niveau des yeux, extra-oculaires et intra-oculaires, convergence et accommodation, mais évidemment que c'est vrai aussi pour tous les autres muscles du corps. Voilà, alors les solutions possibles, on en a déjà évoqué plusieurs, mais on va parler maintenant des professionnels de santé de la vision. Il en existe 3, on les appelle les 3 O. Vous avez l'ophtalmologiste, l'opticien et l'orthoptiste. Voilà. Alors, on va maintenant donner le rôle de chacun. L'ophtalmologiste, vous connaissez déjà. L'ophtalmologiste, c'est un médecin, c'est un docteur. Lui, il a, il a passé un diplôme de médecine, il a fait de longues études et donc son rôle, c'est de vous faire un bilan, dépister les pathologies et éventuellement de traiter par des médicaments ou bien par de la chirurgie. Donc, il est capable aussi de faire votre prescription de lunettes et de lentilles, mais ce n'est pas le seul. Aujourd'hui, l'opticien et l'orthoptiste sont aussi capables de le faire. Vous connaissez le rôle de l'opticien. Donc, l'opticien, c'est celui qui va vous conseiller pour le choix de vos verres. Une fois que vous avez votre correction optique qui a été prescrite, eh bien l'opticien il va vous aider à choisir le meilleur verre possible. Vous l'avez vu aujourd'hui, c'est un peu plus, il y a plus de choix qu'avant, il y a beaucoup plus de solutions, et donc l'opticien va être celui qui va vous aider à choisir cette solution la plus adaptée à votre profil d'utilisateur, à votre profil de vision. Alors, vous voyez, on en a parlé tout à l'heure, les verres unifocaux pour la vision de loin et la vision de près, les verres progressifs aussi pour les presbytes après 45 ans, et les verres digitaux dont on a parlé tout à l'heure, qui sont des verres à soulagement accommodatif. Voilà. L'orthoptiste. Alors, l'orthoptiste, lui, on le connaît moins. Donc, je vais faire un petit zoom sur lui. Moi, je suis aussi orthoptiste. Je suis orthoptiste et opticien. Donc, en orthopsie, eh bien, on fait d'abord un bilan de la vision binoculaire. On a parlé de la convergence et de l'accommodation. Eh bien, l'orthoptiste, c'est le professionnel qui va mesurer votre capacité de convergence, la comparer à la norme. Et si ça n'est pas suffisant, eh bien, la rééduquer, augmenter ses capacités pour que vous soyez le plus performant possible. C'est vrai aussi pour l'accommodation, parce que je vous l'ai dit, ces deux systèmes sont connexes. Aujourd'hui, l'orthoptiste, il a aussi la capacité de prescrire vos lunettes entre 18 et 42 ans. Donc, ce que l'ophtalmo était capable de faire aujourd'hui, l'orthoptiste est capable de le faire aussi. Vous pouvez faire des renouvellements de lunettes et de lentilles chez l'orthoptiste. Et il est voilà, surtout celui qui va vous permettre de rééduquer et d'augmenter ses capacités musculaires. Alors, Zeiss a mis à votre disposition, vous avez le QR code et sinon vous avez le lien ici. Vous aurez de toute façon une petite fiche qui rappellera les points principaux qu'on a évoqués pendant la présentation. Et donc, vous allez avoir sur cette petite fiche le QR code et le lien. Et vous avez un test de dépistage qui est vraiment très, très bien fait et qui vous permettra, quand vous n'avez pas encore le temps de prendre un rendez-vous avec un de ces 3 professionnels, de faire un petit test tranquillement, soit de chez vous, de votre téléphone ou de votre bureau. C'est vraiment très bien fait. On teste œil par œil l'acuité visuelle, la perception des couleurs, le champ visuel, l'astigmatisme, on en a parlé tout à l'heure, et la perception des contrastes. Ça vous permet de voir si vous êtes au top de ces capacités. Et si ça n'est pas le cas, de prendre un rendez-vous le plus rapidement avec l'un de ces 3 professionnels dont on a parlé. Voilà. Voilà cette petite fiche de synthèse que vous aurez à disposition. Je pense, Emmanuel vous la transmettra par le biais de la voie électronique, je pense. Et comme ça, vous aurez un petit résumé de tous les points importants dont on a parlé tout à l'heure. Eh bien, écoutez, voilà, je vous remercie beaucoup pour cette attention. J'espère que les informations ont été claires et je vous laisse maintenant, je reste à votre disposition pour être disponible et pour répondre à vos questions. Merci beaucoup David pour ton intervention. Je vous invite effectivement à poser toutes les questions qui vous traversent l'esprit dans l'onglet questions. Donc là, on a reçu 2 questions. La première question, David, c'est je souffre de flou visuel en fin de journée. Comment je peux m'assurer que j'ai une paire de lunettes de qualité et qui soit adaptée? Oui, merci pour cette question. Elle est excellente parce que c'est vraiment le point important. On l'a dit tout à l'heure, le flou visuel, on pourrait dire qu'il y a 2 causes. Alors là, la question nous parle de la correction optique. C'est vrai que le premier réflexe, comme je l'ai dit, c'est de se dire, tiens, je vois flou, mes verres ne sont plus adaptés. Alors attention, ça n'est pas forcément le cas. Premier réflexe maintenant
maintenant vous avez quelques informations supplémentaires, quelques connaissances supplémentaires que j'espère vous allez partager, eh bien, cette vision floue, elle peut être due, comme vous l'avez compris, à un excès d'utilisation des muscles de l'accommodation, et donc ça induit une forme du cristallin qui n'est plus adaptée pour la vision de loin, et donc, avant de faire l'erreur de changer ou d'augmenter sa puissance de verre, il faut vérifier grâce à un bilan orthoptique si on n'a pas un problème d'accommodation. Ça, l'ophtalmologiste est capable de le voir, l'opticien peut aussi vous orienter, il peut aussi le dépister. En tout cas, allez voir un orthoptiste aussi. Un de ces trois professionnels pourra vous le dire. Et si la piste du spasme d'accommodation est écartée, à ce moment-là, effectivement, on va refaire un examen de vue qui va permettre bien de vérifier cette correction optique et vous donner une compensation optique, soit parce que vous êtes myope, soit parce que vous êtes hypermétrope, soit astigmate, soit presbyte, et tout simplement avec un nouveau verre d'avoir une correction bien adaptée. Voilà, est-ce que ça répond à la question? Écoute, je pense, sinon n'hésitez pas à mettre des questions supplémentaires si vous souhaitez en savoir plus. Voilà. Alors après, on a reçu une autre question, c'est quels sont les signes d'alerte? Quand dois-je consulter? Alors, normalement, on en a parlé tout à l'heure, la fatigue, alors on la ressent au bout d'un certain moment quand on utilise trop les écrans, les maux de tête, on a différents symptômes comme ça dont on a parlé tout à l'heure qui peuvent être des signes d'alerte déjà. Mais je pense que c'est déjà un peu trop tard. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire de la prévention. Hein, je pense que Emmanuel sera d'accord avec moi. Et donc, le petit test de dépistage qui est proposé, je dis petit, mais c'est un très bon test, qui est proposé par Zeiss, ça va être un outil que vous pouvez avoir très facilement et qui va vous permettre de dépister ces différents troubles et donc de vous orienter en amont vers un professionnel de la santé de la vision. Et puis sinon, moi je conseille aussi de faire un bilan très régulièrement. Aujourd'hui, moi je conseille de faire un bilan orthoptique tous les ans, de la même manière qu'on fait attention à son poids. Moi je me sens concerné. Voilà, j'essaye de faire attention en fonction de ma taille, de l'exercice que je fais. Moi, je sais que mon poids idéal s'étend, je ne le dirai pas. Et donc, à ce moment-là, je surveille régulièrement. Et là, c'est pareil. Aujourd'hui, on travaille énormément sur les écrans. On utilise beaucoup les écrans aussi pour le loisir. Donc, on est en permanence, on l'a vu sur les écrans. Eh bien, il faut régulièrement avoir connaissance de sa capacité de convergence, par exemple. Vous voyez, c'est un chiffre. Normalement, la norme, on est autour d'une capacité de convergence qui doit être aux alentours de 55 dioptries. C'est comme si je vous disais qu'un muscle doit être capable de lever 55 kilos. Eh bien, ça, vous devez en avoir conscience. Et quand vous allez voir l'orthoptiste tous les ans, il va vous faire une mesure de cette capacité. Et si vous êtes en dessous de la norme, eh bien, même si vous n'avez pas encore de symptômes, faire de la prévention et donc faire de la rééducation pour être toujours au top. Et comme on est sollicité en permanence par cette vision de près, toujours être à même de faire en sorte qu'on soit vraiment en bonne capacité. Voilà. Merci David. Alors j'ai une autre question. La maladie de Parkinson peut être à l'origine de problèmes de double vision, par exemple? Oui, oui, bien entendu. Alors, tout ce qui est troubles musculaires, enfin, je veux dire, nous, on a en orthopsie, on reçoit beaucoup de gens qui ont toutes sortes de syndromes ou de maladies qui sont liées à des troubles musculaires, qui sont liés à des troubles musculaires en dehors du fait qu'on a des muscles dans les yeux et dont on a parlé, qui sont sollicités par les différents mécanismes. Eh bien, lorsqu'on a une fatigue musculaire ou bien une pathologie qui crée un déficit des capacités musculaires, évidemment que la vision est aussi impactée. Et à ce moment-là, si vous voulez, l'équilibre qui est extrêmement fragile, hein, comme l'ensemble de notre corps, on a l'impression que tout est normal, tout est naturel, mais chaque élément, s'il est dérangé par une pathologie, eh bien, en ce qui concerne notre vision, on a besoin d'associer ces deux images. Et si on a une pathologie qui trouble cette association, eh bien, elle peut être défaillante. Et on l'a vu, lorsque les deux yeux n'arrivent pas à associer leurs actions, eh bien, une des conséquences, ça peut être la vision double. Mais ça n'est pas automatique parce qu'on peut avoir un strabisme, c'est-à-dire un problème d'association des images et ne pas voir double. Parce que notre cerveau est tellement réactif, ne souhaitant pas voir double, quelquefois, il va même couper l'image d'un des deux yeux et en fait, il va nous permettre de neutraliser cette image et donc de voir simple, mais on ne verra à ce moment-là qu'avec un seul œil. Voilà. Alors ensuite, peut-être que Valérie, tu peux m'aider parce que je vois des questions mais j'ai du mal à les lire.
Oui, il y a une question de Jean-Pierre. Peut-on améliorer notre vision de près après 45 ans par des exercices? Et il y a une question un petit peu similaire qui est qu'est-ce que le yoga des yeux? Je ne sais pas s'il y a. Oui, tout à fait, ça existe. Alors, merci à Jean-Pierre et à l'autre personne qui a posé la question. On va essayer de regrouper, parce que tu as raison Valérie, c'est un peu dans le même sujet. Alors, est-ce qu'on peut améliorer ces capacités de mise au point, d'accommodation après 45 ans? Améliorer peut-être pas, mais on peut ralentir l'apparition de la presbytie. La presbytie, on l'a dit tout à l'heure, c'est cette capacité de mise au point. Alors, parce que le cristallin en lui-même, qui est cette lentille naturelle, eh bien, il va devenir de plus en plus rigide, il va perdre de son élasticité, et aussi les muscles vont perdre en capacité. Donc, il y a ces deux choses. Donc, l'orthoptiste, justement, lorsqu'on fait de la rééducation, et si vous mettez en pratique aussi les mouvements de relâchement, évidemment que ça va permettre à ces muscles de travailler et de se contracter d'une manière beaucoup plus sereine, et donc, évidemment que ça va diminuer l'apparition de cette presbytie. Elle va se faire d'une manière beaucoup plus douce et beaucoup moins brutale. Donc ça, c'est un premier élément. On ne peut pas améliorer vraiment ces capacités d'accommodation puisque naturellement, avec l'âge, c'est comme ça, les capacités musculaires et les tissus seront moins performants. Donc le cristallin va être moins élastique et les muscles moins performants. Ça, malheureusement, c'est comme ça. Mais par contre, on peut ralentir cela grâce à ces exercices dont on a parlé tout à l'heure et à la rééducation orthoptique. Le fait de mettre aussi des verres à soulagement accommodatif, pareil, ça va ralentir cette apparition de la presbytie. Donc, au fur et à mesure du temps, on aura une presbytie qui va être beaucoup moins rapide et qui va apparaître beaucoup plus lentement. Après, concernant le yoga des yeux, alors, on n'en a pas parlé, mais par exemple, vous avez aussi le palming. Ça ne fait pas de mal du tout, c'est-à-dire tout ce qui va encourager le relâchement, la décontraction de ces muscles, ça ne peut être que bénéfique. Donc moi, je vous engage évidemment à faire ce genre de choses si vous avez le temps, et ça ne pourra que vous aider sans aucun problème. Alors nous, en France, on a l'orthopsie, qui est plutôt une profession qui est dédiée à ça. Et donc, on est plutôt enclin, lorsqu'on est à l'école d'orthopsie, à nous parler de la rééducation, du système d'accommodation, du système de convergence. Maintenant, le yoga des yeux, c'est une pratique qui peut être très intéressante, mais qui est assez globale. C'est à la fois du yoga qu'on peut faire au niveau des yeux, mais aussi au niveau des autres muscles. Donc, ça peut tout à fait se cumuler et ça ne peut être que bénéfique. Voilà. Ok, alors j'ai une autre question également sur la partie vision binoculaire, et donc là c'est l'orthoptiste que je sollicite. Est-ce que c'est un défaut les problèmes de vision binoculaire, est-ce qu'ils apparaissent avec l'âge? Est-ce qu'ils sont dès l'enfance? Comment on doit s'inquiéter d'un problème de… Oui, j'allais dire les deux, mon capitaine, comme on dit des fois. En fait, en réalité, la vision binoculaire, comme on l'a dit, c'est un équilibre de coordination des deux yeux qui est demandé par le cerveau. Alors, les causes d'un problème de déficit dans la vision binoculaire, ça peut être dû à plein de facteurs. Donc, soit dès l'enfance, en fait, si un œil prend le dessus, eh bien, le cerveau va avoir envie d'utiliser uniquement cet œil et il va développer la vision avec un seul œil et automatiquement, ça, je vous parle de ça avant l'âge de 9 ans. Eh bien, si vous avez des enfants, il faut y faire attention. Ou bien vous-même, peut-être, si ça n'a pas été pris à temps, ça a pu développer les connexionales principalement avec un seul œil. Et à ce moment-là, eh bien, si on n'y prend pas garde, l'œil qui n'a pas été sollicité n'a pas créé de connexion normale ou pas suffisamment. Et donc, au fur et à mesure du temps, eh bien, on va développer une vision avec un seul œil. Alors, ça ne se voit pas forcément. C'est ce qu'on appelle l'amblyopie. Et bien, cette amblyopie, c'est un défaut de vision binoculaire qui apparaît dans l'enfance et dont, après, on a des conséquences pendant toute notre vie d'adulte et où on n'a aucune possibilité d'associer la vision des deux yeux. Donc ça, c'est la première cause, on va dire, au départ. Après, il peut y avoir aussi de naissance d'estrabisme, c'est-à-dire des personnes qui naissent avec un muscle qui va être un muscle extraoculaire qui va être trop court, par exemple, et bien ça va créer directement un défaut d'association de ces deux yeux, et donc c'est ce qu'on appelle l'estrabisme.
D'accord. Ces strabismes peuvent être d'une autre cause aussi, c'est une cause qui est liée à l'accommodation. Lorsque l'enfant est très petit, eh bien son œil n'est pas encore à taille adulte et donc il accommode énormément, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que bien souvent il est hypermétrope. Et à cause de ça, comme ce système d'accommodation est connecté, il est connexe à la convergence, eh bien souvent ça crée un strabisme. L'œil va aller vers l'intérieur la plupart du temps et donc ça va créer un strabisme aussi qui est d'origine accommodative. Après, il y a d'autres troubles, comme on l'a dit tout à l'heure, des pathologies, des traumatismes. On reçoit souvent en cabinet d'orthopsie après la saison d'hiver de ski, des gens qui ont fait une chute et qui ont souvent l'os du plancher qui se trouve sous la pommette, au niveau de la pommette plutôt, eh bien, ça crée en fait un œil qui va être un peu décalé vers le bas et ça crée un défaut de vision binoculaire. Donc, vous le voyez, les causes des défauts de vision binoculaire graves, là, je vous les ai décrites, elles peuvent être diverses. Et après, il y a des défauts de vision binoculaire plus légers, dont on a parlé tout à l'heure, comme les ésophories, les exophories. Là, c'est dû à des insuffisances musculaires et ça apparaît après une utilisation trop intense des muscles extraoculaires et qui, à un moment, n'arrive plus à suivre la demande du cerveau. Et à ce moment-là, on a un relâchement. Et comme on l'a vu tout à l'heure, un œil qui va partir vers l'intérieur ou l'extérieur. Mais heureusement, ça n'est que temporaire. Et on arrive ensuite à rééduquer et à remettre cette vision binoculaire en bonne fonction. Voilà. J'espère que ce n'était pas trop long. Pardon. Eh bien, écoute, un grand merci, David, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci surtout à vous d'avoir été présent. Oui, je voulais juste remercier tout le monde d'avoir été présent. J'espère que ces informations vous seront très utiles. Voilà, j'espère n'avoir pas été trop compliqué. Merci à vous, David. Pour moi, c'était vraiment très, très riche en informations et en conseils. Donc, j'espère effectivement que tout le monde pourra utiliser les conseils et les astuces que vous avez donnés aujourd'hui. Le replay va être disponible aussi. Et puis, effectivement, le petit flyer avec un résumé des astuces et puis aussi ce lien pour pouvoir faire le dépistage soi-même en ligne sera mis à disposition des personnes qui se sont inscrites au webinaire. Merci beaucoup. Merci à tous. Très important. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.